C'est parti pour le téléphone sonne. Alors que 75% des trajets domicile-travail font moins de 5 km, seuls 3% des salariés utilisent leur vélo pour s'y rendre. Pourtant, la bicyclette, c'est bon pour le porte-monnaie, pour la santé et pour la planète. Dans ces conditions, pourquoi n'y a-t-il pas plus de déplacements à bicyclette en France? Pourquoi sommes-nous à la traîne dans ce domaine? Pourquoi le vélo est-il plus développé chez nos voisins du nord de l'Europe où la météo n'est pourtant pas plus clémente? Pourquoi ici en France, certaines villes font-elles mieux que d'autres? Nicolas Hulot lui avait promis un plan vélo qui tarde à venir. Alors sans attendre, ce soir au téléphone sonne, on va lister les priorités pour un usage au quotidien de la petite reine, que ce soit en ville ou à la campagne. Dites-nous ce que vous attendez pour monter sur un vélo, que ce soit en matière d'aménagement, de la voirie, de sécurité, d'équipement. Avec nous en tout cas pour en parler ce soir, Olivier Schneider, président de la FUB. Bonsoir. Bonsoir. La FUB, c'est la Fédération des usagers de la bicyclette. Avec nous également Pierre Cerne, bonsoir. Bonsoir. Président du Club des villes et territoires cyclables. Je précise que vous êtes conseiller régional d'Île-de-France, ex-Europe Écologie Les Verts, bientôt Génération de Benoît Hamon, c'est bien ça? Et avec nous, Sandy Dauphin, journaliste chargée des questions d'environnement à la rédaction de France Inter. Alors que vous soyez cycliste ou pas, appelez-nous au 01 45 24 7000. Claire Servagent, le téléphone sonne. Et tout de suite, un premier appel. Annie est en ligne depuis La Rochelle. Bonsoir Annie. Bonsoir. Bienvenue à vous, on vous écoute. Je suis très heureuse d'intervenir ce soir parce que j'ai 58 ans et depuis 40 ans, j'effectue 100% de mes déplacements à bicyclette. Donc j'ai vécu 35 ans à Paris. Je me déplaçais à vélo pour aller travailler, 10 km de trajet aller, 10 km de trajet retour. Et depuis 5 ans, je vis à La Rochelle où je continue évidemment le vélo. Alors, pour moi, le vélo comporte une multitude d'avantages. En premier lieu, c'est rapide. C'est un gain de temps par rapport au transport en commun. Ensuite, c'est très pratique. On choisit son itinéraire. Avec le vélo, on entretient sa forme physique et mentale. Pour ne vous donner qu'un seul exemple, en 40 ans de vie professionnelle, je n'ai eu que 5 jours d'arrêt maladie. Donc je suis en pleine forme. On arrive en forme également au bureau. Et puis une fois qu'on rentre chez soi, eh bien, on est bien parce qu'on n'a supporté ni la circulation, ni les transports en commun. Enfin, c'est effectivement très économique. Une fois qu'on a acheté son vélo, quasiment aucune dépense supplémentaire. C'est très écologique parce que le vélo ne produit pas de pollution. Donc, si je devais résumer par une formule l'utilisation du vélo, c'est plus qu'un mode de déplacement, c'est carrément un mode de vie. D'ailleurs, je me suis aperçue que depuis 40 ans, j'ai fait progressivement des ajustements grâce à la circulation à bicyclette. Je fais attention à mon alimentation, je fais attention à mon corps. Je fais également attention à l'environnement en ne gaspillant pas, en recyclant tout ce que je peux, en bricolant. Bref, c'est un vrai mode de vie, Annie, hein? Oui, absolument. Alors, je voudrais ajouter juste une chose. Ça devrait être remboursé par l'employeur au même titre, d'ailleurs, que le pass Navigo à Paris, parce que tout le monde y trouverait son avantage. Et je trouve l'explosion actuelle des vélos électriques, il y en a énormément, très dangereuse parce que ces engins créent énormément d'accidents car ils vont vite. Et ensuite, les vélos électriques n'ont rien d'écologique car ils fonctionnent à l'électricité. Alors ça, Annie, électronucléaire. Bon, ça c'est on y reviendra. Il y a beaucoup de choses dans cette intervention. En tout cas, on retient surtout que ça fait 40 ans que vous faites du vélo et que vous êtes heureuse de faire du vélo. Vous en avez fait dans la région parisienne et à La Rochelle, une ville qui a été précurseur dans ce domaine. Une première réaction qui peut être Pierre Cerne. Elle est formidable, Annie. Oui, ça, elle est avocate de la cause du vélo. Oui, tout à fait. Non, mais en fait, des Annie, je pense qu'il y en a plus que ce qu'on pense et surtout qu'il pourrait y en avoir beaucoup plus. Et elle dit toute une série de choses qui, en fait, tout le monde ne fait pas forcément du vélo pour la même chose, mais au final, ça se transforme progressivement, effectivement, en plus qu'un mode de déplacement, mais un mode de vie. En Hollande, par exemple, qui est le pays un peu des cyclistes, la ville s'est complètement transformée en Hollande. La ville, elle est aujourd'hui construite
très différemment. L'espace public est complètement différent, avec beaucoup moins de présence de la voiture, un apaisement des déplacements et des gens qui font du vélo de façon très naturelle, mais avec une ambiance qui est très différente. Qui est très différente, effectivement. Et elle pose un certain nombre de points. Enfin, voilà. On y reviendra peut-être. Mais le fait notamment qu'effectivement les cyclistes soient les seuls en fait en termes de mode de déplacement, à ne pas bénéficier en fait d'une prise en charge, même partielle, par les pouvoirs publics, c'est une réalité. C'est ce qu'on essaye de faire. Je vous promets qu'on va revenir sur cet aspect. J'imagine qu'on y reviendra. On va y revenir, mais j'aimerais qu'on fasse d'abord peut-être un état des lieux, Olivier Schneider, dans ce que vous avez entendu de ce que nous a dit Annie. Vous en connaissez beaucoup, vous aussi, des Annie, forcément, dans votre fédération où il y a des milliers d'adhérents. Bien au-delà des 30 000 adhérents des 250 associations du réseau de la Fédération des usagers de la bicyclette, on sent qu'il y a vraiment une dynamique de gens qui font du vélo et surtout de gens qui souhaiteraient se mettre au vélo mais attendent qu'il y ait un véritable système vélo qui se mette en place avec tout simplement des infrastructures de circulation, des infrastructures de stationnement, la prise en compte fiscale et l'apprentissage du vélo. Finalement, c'est très simple. On a fait dans le cadre des assises de la mobilité, une enquête nationale basée sur un modèle européen. On a eu plus de 100 000 réponses alors qu'il y avait une trentaine de questions. Donc, il fallait être motivé pour répondre jusqu'au bout du questionnaire. Donc, ça montre qu'il y a une appétence très forte pour le faire. Et comme l'a dit Pierre, il y a beaucoup déjà aujourd'hui d'années et il y en aura énormément demain si on fait ce qu'il faut. Est-ce qu'on sait quelle est la proportion de Français qui font du vélo, que ce soit pour se rendre au travail ou que ce soit pour les loisirs? Est-ce qu'on a une idée un peu précise de tout ça, Olivier Schneider? L'INSEE a publié il y a une dizaine de mois une étude très précise, mais uniquement sur le domicile-travail. Et rappelons que le domicile-travail, c'est à peine un tiers des déplacements en France. Et donc, il y a d'énormes disparités. Alors, avec des villes comme Strasbourg ou Grenoble, où on a 15% des salariés qui se rendent au travail à vélo. Mais en moyenne, en France, c'est 2-3%. Et donc, c'est très très loin du potentiel. Comme vous l'avez dit en introduction, 75% des déplacements quotidiens en France font moins de 5 km. 5 km, c'est 20-25 minutes à vélo, c'est pas énorme. Mais les Français possèdent plus de vélos que de voitures. Ce qui veut dire que potentiellement, tout le monde, enfin, il y a beaucoup de gens qui font peu de vélo, mais qui ont un vélo et qui pourraient en faire. Qui pourraient en faire au quotidien. On parle des Pays-Bas où en effet, il y a un salarié sur 4 qui va au travail à vélo, mais on peut pas dire que la France n'a pas été un pays de vélo. Je veux dire, c'est quand même le pays du Tour de France, et puis jusqu'aux années 50, il y avait des embouteillages de vélos à la sortie des usines. Bon, après, on a opté pour le Solex et pour des deux roues motorisées, mais on a été aussi en France. Il y a encore quand même, il y a cette culture du vélo, même si aujourd'hui elle est beaucoup moins flagrante qu'avant. Si on regarde aujourd'hui les classements, alors il y a différents classements qui sont faits. Moi j'ai vu que sur les 28 pays de l'Union européenne, la France était classée en 20e position devant la Bulgarie et le Royaume-Uni. Ça vous paraît de l'ordre du possible, ça, Olivier Schneider? En tout cas, ce qui est frappant quand on voyage, et j'ai la chance d'aller de temps en temps à l'étranger, c'est pas uniquement que c'est plus facile de faire du vélo à l'étranger et au-delà des Pays-Bas, c'est aussi que quand on y va aujourd'hui et quand on y est allé il y a 5 ou 10 ans, on voit que là-bas, dans les autres pays, même en Europe de l'Est, ça change très vite parce qu'il y a une prise de conscience des pouvoirs publics des avantages du vélo d'une part et du désir de la population d'en faire. Et donc c'est frappant quand on voit à quel point ça bouge lentement en France, alors que c'est une politique publique accessible, c'est-à-dire qu'il y a l'acceptabilité sociale d'une part, et des coûts qui sont très faibles par rapport à d'autres politiques publiques, comme la grande vitesse, comme le transport en commun, comme le passage aux voitures électriques, qui sont très onéreux. On va reprendre un nouvel appel, et cette fois c'est Patrice qui est en ligne. Bonsoir Patrice. Bonsoir madame. Alors vous êtes vous à Bordeaux, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Et vous faites du vélo? Oui, on est en couple, on fait du vélo pour aller faire les courses, aller au boulot. Enfin, on prend le vélo parce que la voiture c'est une enfer en ville, donc c'est un côté pratique, écolo et écologique. Voilà. Vous faites ça depuis longtemps? Ah oui, depuis des années, oui. Il y a très longtemps, oui. Et comment ça se passe, la cohabitation avec les autres usagers Alors, le problème, de la route, justement, c'est ça, c'est la sécurité pour les vélos. C'est pas le cas en ville parce que les automobilistes, ils vous frôlent, ils se garent n'importe où sur les pistes cyclables. Et pour nous, le plus dangereux, c'est les portables.
Alors ça, c'est la plaie, quoi. Enfin, les gens, ils y roulent pas droit, ils sont sur leur portable et c'est vraiment un problème. En fait, nous, on a un peu étonné que la sécurité pour les vélos en France ne soit pas pris plus au sérieux. Voilà. Effectivement. Oui, Patrice, vous voulez peut-être rajouter un mot ? Voilà. Ah ben écoutez, c'est un témoignage intéressant, mais cette question de la sécurité, on va y revenir parce qu'elle est fondamentale, Olivier Schneider. Alors, je vous ai parlé de l'enquête Parlons Vélo qui a donné le baromètre des villes cyclables. Donc, on a eu 113 000 réponses. Parmi les répondantes et les répondants, on a 92% sur 113 000 qui nous disent qu'aujourd'hui, c'est trop dangereux de faire du vélo pour laisser faire du vélo les personnes âgées d'une part et les enfants d'autre part. Or, ce sont les deux tranches de la population qui ont le plus besoin du vélo parce que ils ont besoin d'activité physique. On a une énorme crise de sédentarité en France et elle touche avant tout ces deux classes-là, les jeunes et nos aînés. Et d'autre part, ce sont eux qui pourraient en faire. Et donc, ça montre bien l'attente en termes de respect qu'ont les cyclistes vis-à-vis des autres usagers et notamment des automobilistes. Et 85% des répondants demandent des aménagements séparés, ce qui veut dire que les gens ont peur tout simplement. Ils disent le vélo c'est très bien, la distance c'est vrai, je peux le faire, ça me fera du bien pour mon cœur, etc., etc. Y compris, comme le disait Annie tout à l'heure, la santé mentale. Mais ils ont peur. Leur peau, mais c'est ça. On ne sauve pas la planète en mettant en jeu sa propre vie, et donc il faut créer les conditions de sécurité. Et une politique de vélo réussi, c'est quand vous laissez vos enfants aller à l'école sans avoir la peur au ventre de pas les retrouver, et vous trouvez pas que vos parents sont fous à leur retraite se déplacer à vélo. C'est ça qu'on vise. C'est pas le jeune homme qui est en bonne forme de 30 ans qui peut déjà qui a accès à toutes les autres solutions de mobilité. 150 cyclistes tués chaque année, 1500 blessés. Pierre Cerne, est-ce que cette question est prise en compte ou pas suffisamment par les responsables de la sécurité routière notamment ? Globalement, par les pouvoirs publics, pas tellement. Ce qui est rageant, c'est qu'en fait, ça fait plus de 10 ans qu'il y avait eu une réunion très pointue sur ces questions et qu'avait listé en fait tout ce qu'il faudrait. Avec les autorités, vous voulez dire ? Oui. Et tout ce qu'il faudrait, a priori, inclure dans le code de la route, des décrets, etc., sur toute une série de choses qui pouvaient améliorer grandement la sécurité des cyclistes. En dehors du fait que des infrastructures dédiées, évidemment, c'est plus sécure que de rouler en plein milieu de la route. Mais globalement, il y avait toute une série de choses, comme par exemple, déjà à l'époque, sur les angles morts, des bus ou des camions qui sont quand même pour la moitié, je crois, responsables des accidents mortels pour les cyclistes. Ça avait été listé vraiment très précisément. Ça fait 10 ans que ces mesures ne sont pour l'essentiel pas entrées en ligne de compte. Et chaque fois qu'on en grappille une dans les annonces sur la sécurité routière, on l'engrange, mais enfin on se dit quand même, là c'est pas une question de c'est pas pour s'amuser, c'est pas une question de on veut développer, voilà, là c'est juste pour éviter des morts et des blessés. Ça veut dire qu'il faudrait une grande campagne d'information déjà sur déjà des campagnes de la sécurité routière là-dessus, il y en a pas ou peu, et puis il y a des mesures vraiment très par exemple sur les vitres teintées, sur des choses comme ça, parce qu'on sait que ce qui est dangereux aussi pour les cyclistes, c'est finalement pas eux, mais c'est le fait que l'automobiliste ne les regarde pas, ne les voit pas. Et on avait listé toute une série de choses. Il y a des solutions qui existent aujourd'hui. Il y a des villes comme Bruxelles ou Londres qui viennent d'interdire il y a quelques mois, après des séries d'accidents, tout camion qui n'aurait pas des dispositifs avec caméra d'angle mort. Il n'y a plus que ces camions-là qui ont le droit d'entrer dans les centres-villes. Il suffirait d'un décret gouvernemental pour le faire, et on sait que ça ferait automatiquement baisser l'accidentologie liée aux cyclistes. On l'attend. On pensait l'avoir peut-être dans la loi d'orientation de mobilité, mais maintenant on n'ose plus s'avancer sur rien là-dessus. Cette fameuse loi qu'on attend et dont on va parler. Mais pour rejoindre ce qu'on disait à l'instant, Marie-Claude est en ligne. Bonsoir Marie-Claude. Oui, bonsoir. Alors vous habitez près de la frontière suisse, c'est ça ? Alors moi, j'habite en même temps, je fréquente les deux pays puisque je travaille sur Genève et j'habite sur France.
Et donc, habitant sur la frontière, j'avais donc acquis un vélo et j'allais donc travailler en vélo. Parce que à 4 km, je faisais 4 km en France et après je roulais sur Suisse. Alors sur Suisse, c'était pas compliqué. Il y a des pistes cyclables absolument partout et protégées. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors qu'en France, je prenais des risques inouïs, par exemple aux sorties d'école avec les gens qui se stationnent sur les bandes cyclables, parce qu'à Thonon et à Annemasse, nous avons des bandes cyclables. C'est-à-dire que ce n'est même pas une piste cyclable, c'est une espèce de bande qui fait à peu près 1 mètre de large. Donc on passe sur les bouches d'égout qui sont plus ou moins d'aplomb, sur les trous, plus les gens qui s'y stationnent. C'est pas terrible, hein? Pas terrible tout ça. C'est pas terrible. Donc, effectivement, à 64 ans, est-ce qu'il faut amener son vélo jusqu'à Genève pour être tranquille? Et quand je parle de Genève, c'est toute la ville et toute la campagne qui est équipée. Merci Marie-Claude pour cet état des lieux. Olivier Schneider, j'aimerais savoir l'aménagement, le développement d'une politique du vélo, c'est du ressort de qui? C'est des collectivités locales qui doivent s'en occuper ou c'est l'État? Alors évidemment, parce que là, on nous parle de la Suisse et visiblement en Suisse, ça va globalement bien partout. Donc en France, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut donner les outils aux collectivités pour le faire, mais aussi le rôle de l'État, c'est d'accompagner celles qui seraient volontaires, comme aujourd'hui en France. Il n'y a pas de ville, même Strasbourg et même Grenoble, même si elles sont les plus avancées, il n'y a pas encore le niveau qu'il y a en Suisse ou aux Pays-Bas ou en Allemagne. Et donc, ce que l'on propose et ce qu'on porte depuis 2 ans dans le cadre de la campagne Parlons Vélo, c'est qu'il y a un fonds national vélo, donc financé par l'État, pour permettre à des territoires volontaires de diverses tailles, dans diverses configurations, d'être territoires pilotes, donc que l'État cofinance de manière importante pour que des collectivités, en l'espace d'un seul mandat, passent d'une ville peu cyclable à une ville entièrement cyclable. Ça ne veut pas dire avec des pistes cyclables dans chaque rue, mais ça veut dire avec un réseau cohérent, utilisable à haut niveau de service. Et donc, on pense que si on fait ça, donc avec notamment 200 millions d'euros par an, ça va permettre de voir émerger suffisamment de territoires pour que ensuite toute ville ou village de France puisse se retrouver dans un de ces territoires pilotes et se rendre compte que bah oui, en France, si on fait les choses comme il faut, et ben ça marche aussi. Les Français sont des êtres humains comme les autres et ils peuvent se déplacer à vélo, parce que c'est le discours qu'on entend tout le temps. Ah mais oui, mais on n'est pas suisse, on n'est pas néerlandais, on est plus latin et donc on n'a pas la culture du vélo et patati et patata. Sandrine Dauphin. Oui, cet investissement de 200 millions que vous réclamez à l'État, qu'est-ce qu'on vous répond? Parce qu'on a l'impression que il y a une partie du gouvernement qui vous dit pas de souci, on fonce, puis il y a une autre partie du gouvernement qui dit bon ben on attend. Oui. Bah, ce qu'on nous dit, c'est que l'arbitrage n'est pas pris, c'est-à-dire ce qu'on nous dit, c'est que la décision n'est pas actée. Et par contre, ce qu'on m'a dit de nombreuses fois depuis des années, et que ce soit ce gouvernement-là ou avant, en off, hein, on m'a dit souvent, c'est beaucoup plus facile d'avoir 1 milliard pour le rail ou pour la route que ne serait-ce que 50 millions pour le vélo, ce qui témoigne du fait qu'on ne le considère pas comme un vrai mode de transport, alors qu'à l'inverse, comme c'est bon marché, on devrait tout faire pour le vélo et avec l'argent qui reste, faire toutes les autres politiques publiques. Mais on a l'impression qu'il y a Nicolas Hulot et la ministre des Transports, Madame Borne, qui est plutôt d'accord, si je vous entends en creux, puis il y a Bercy de l'autre côté qui dit oh non, c'est ça ou... D'accord. Mais qui dit non? Expliquez-nous. C'est un poil plus compliqué parce qu'en fait ça c'est le schéma habituel. Il y a une ministre qui porte un plan vélo national qu'elle a préannoncé en plus. Enfin, c'est ça qui nous a laissé entendre que on allait enfin avoir quelque chose d'intéressant et qui nous plaisait bien et sur lequel on a travaillé ensemble. Ça fait des mois qu'on quasiment coécrit cette partie de la future loi d'orientation sur les mobilités. Et puis tout à coup, donc on savait que ça allait coincer avec Bercy sur toutes les mesures qui coûtent de l'argent. Mais ça j'ai envie de dire, n'importe quelle loi, elle passe par la moulinette de Bercy et elle ressort généralement pas en bon état. Sauf que derrière, il y a un arbitrage final par Matignon. Et ce qui était attendu, c'est que comme d'habitude, ça recentre un peu les choses et on n'a pas les 200 millions, mais on en a que 100 ou 150, etc. Mais ça, c'est assez classique. Là, ce qui vient de nous tomber sur la tête, c'est en fait que Matignon, non seulement, en gros,
donne raison à Bercy surtout, c'est-à-dire on détricote tout ce qui était financièrement éventuellement qui coûtait un peu, mais enfin quand on compare à ce que coûte, on vient de reprendre 35 milliards d'euros de dette de la SNCF et là on nous dit qu'on peut pas trouver quelques dizaines de millions d'euros qui vont pas mettre en péril les finances de l'État. Mais malgré ça, Matignon derrière a plutôt arbitré pour Bercy et parfois même pire que Bercy. Et donc là, on est quand même assez... Ça veut dire que c'est une nouvelle couleuvre pour Nicolas Hulot, au passage. Moi, j'attends toujours de l'entendre sur cette histoire de vélo, parce que là, Elisabeth Borne, elle est très seule quand même pour porter cette affaire-là. Et on pensait avoir à Matignon un rééquilibrage en fait des arbitrages, et ça n'est pas venu. Avec manifestement un contexte qui nous aide pas et qu'on n'avait pas vu venir, qui est le fait que comme ils sont tétanisés sur l'histoire des 80 km/h, ils ont... Alors c'est là qu'on a... Ça résume bien la culture technocratique française sur le vélo. C'est-à-dire, toute mesure qui serait favorable au vélo est conçue comme quelque chose de mal qu'on fait. La voiture, c'est ça ? Voilà, c'est qu'on fait du mal aux automobilistes. Alors que franchement, qu'on m'explique ce que l'indemnité kilométrique vélo ou l'apprentissage du vélo à l'école peut bien faire aux automobilistes. Mais du coup, comme on veut pas énerver plus les automobilistes, on dit oh là là, on va rien donner au vélo, comme ça, on aura la paix. Et ça, il y a une culture comme ça, politique et technocratique en France qui est absolument pas favorable au vélo, mais on aimerait bien quand même qu'ils comprennent que l'opinion elle a changé là-dessus, que l'opinion publique elle est aujourd'hui très prête et que les élus locaux aussi, toutes couleurs confondues. Moi je préside un club des villes et territoires cyclables, donc j'ai à peu près 2000 communes qui sont représentées là-dedans. Et puis on a eu aussi 200 parlementaires qui ont signé une tribune en faveur du vélo. C'est-à-dire que moi j'ai des maires de gauche, de droite, ça va du PC aux Républicains et qui mènent des politiques vélo. C'est devenu, c'est pas consensuel, mais quand même par rapport à ce que c'était il y a quelques années, c'est vachement plus convergent qu'avant. Les gens, à part quelques irréductibles qui pensent que les vélos sont le truc le plus dangereux de la Terre pour eux, mais globalement c'est devenu quelque chose de très consensuel. Eh ben malgré ça, y a un décalage du gouvernement. Et s'ils comprenaient quand même que l'opinion publique, elle est favorable et que du coup, un plan vélo qui serait désannoncé, ça pourrait avoir un coût politique quand même pas négligeable. Je vous promets, Olivier Schneider, qu'on va poursuivre le débat. Mais comme cette émission s'appelle Le Téléphone sonne et qu'il y a des auditeurs qui attendent au standard, eh bien, on leur donne la parole. Et cette fois, Odile, c'est à vous. Je sais que vous attendez depuis un petit moment. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis ravie d'échanger avec vous, surtout que depuis que votre journal à deux mains est devenu drôlement intéressant, avec un peu d'humour quand il faut, même pour des sujets graves. C'est un bonheur de vous entendre tous les soirs. Odile, vous êtes à Lyon, c'est ça ? Je suis à Lyon, oui. Et j'aurais pu parler d'écologie, de citoyenneté, d'économie. Un vélo, ça coûte pas grand-chose et son entretien non plus. Mais je vais plutôt axer mon discours sur d'autres choses. Par exemple, il a fallu attendre que la personne qui était frontalière fasse un début de distinguo entre les pistes cyclables et les bandes cyclables, ce que beaucoup d'élus, beaucoup de médias ne savent pas. Une piste cyclable, c'est un aménagement avec une bordure bétonnée qui interdit l'accès aux voitures. Une bande cyclable, c'est un vulgaire trait de peinture qui autorise, par exemple, aux sorties d'école ou dans les rues commerçantes, à tout automobiliste d'y stationner. Une petite question peut-être, Odile ? Une question... j'aimerais bien. À Lyon, on était les premiers à tester les vélos en libre service, les Vélov. Même si aujourd'hui encore certains utilisateurs sont assez dangereux, au moins ces comportements-là ont montré aux voitures que les deux roues existaient. Et un vélo, ça bouge, ça roule, ça peut aller à 30 à l'heure, donc c'est pas simple. Merci beaucoup, merci beaucoup Odile pour cette intervention. Sandy Dauphin. C'est vrai que c'est intéressant parce que le vélo en libre service a quand même incité des gens à venir au vélo. Il y a une étude qui est sortie là cette semaine, qui a été réalisée à Paris et qui montre que depuis la crise du Vélib, qu'on voit avec le nouveau marché, les gens ne pouvant plus avoir leur service habituel se sont mis à acheter des vélos. C'est en tout cas ce qui se ressort d'une étude qui a été réalisée auprès des vendeurs dans Paris. C'est un signe. Olivier Schneider, je vous avais promis qu'on revenait à cette question du plan vélo que nous attendons tous. Est-ce qu'il manque pas surtout une parole politique forte au-delà des moyens financiers qui pourront être annoncés ? Moi, j'espère que le côté technocratique qu'a décrit Pierre Cerne, que ce n'est plus vrai, parce que ce serait vraiment
ancien monde que d'opposer l'intérêt des cyclistes et l'intérêt des automobilistes, alors qu'on est tous citoyennes et citoyens. Et en fait, on ne naît pas avec un petit tampon, toi tu seras cycliste toute ta vie, et toi tu es condamné à rester enfermé dans ta voiture. Et donc, ce qu'on sent, notamment dans les enquêtes, etc., c'est que les gens veulent passer au vélo. Et donc, ce serait une faute politique grave de dire on va retarder le plan vélo pour ne pas énerver les automobilistes parce que il y a une mesure qui n'est pas populaire. Et donc, j'espère qu'il y aura une prise de conscience, qu'il y en a une ces jours-ci, grâce au travail d'alerte qu'on fait tous, les acteurs du vélo, pour dire que vraiment, en annonçant le 13 décembre un plan vélo, en le confirmant mi-mars, le gouvernement a créé des attentes qu'on a depuis 10 ans, comme le disait Pierre Cerne, depuis le début de la démarche Code de la rue, pour la nommer, et que là, c'est intenable de promettre de changer des choses et de ne pas avancer sur ce sujet-là qui fait consensus de gauche à droite. On a eu le soutien, comme vous l'avez dit, de 207 parlementaires, mais aussi de nombreux maires, qu'ils soient membres ou pas du club, et ça va d'Alain Juppé, qui est pas trop loin d'Édouard Philippe, je pense, dans sa façon de penser, et qui a d'ailleurs confirmé aujourd'hui que le pont de Pierre resterait ouvert pour les cyclistes et les piétons, et non pas réouvert à la circulation automobile, jusqu'à des maires évidemment écolo, mais voilà. Donc on va voir ce qu'il pourrait y avoir maintenant dans ce plan vélo, les priorités en tout cas. Et parmi les choses importantes, il y a une question d'éducation. Francine est en ligne. Bonsoir Francine. Bonsoir. Où êtes-vous? À Paris? Je suis à Paris, dans le 18e. Alors dites-nous tout. Moi, ma question est simple. Je voudrais savoir si dans le plan vélo, on prévoit l'éducation des cyclistes. Parce que mon moyen de transport, ce sont mes jambes. Je ne peux pas conduire parce que j'ai une mauvaise vue. Je rencontre des difficultés finalement, et ça m'énerve, moins avec les voitures qu'avec des vélos qui me passent devant, derrière, je respecte les feux, mais je ne suis pas à l'abri d'un vélo qui passe. Je suis dans une rue à sens unique, faut que je fasse attention parce que les vélos me passent comme ça, à droite, à gauche, ou freinent brutalement, et je ne comprends pas. L'éducation des cyclistes est à faire aussi. Eh bien, on va voir comment on peut faire, justement. Olivier Schneider, est-ce que c'est prévu? Vous faites, vous, des formations même pour... D'une part, oui, le club et nous animons depuis des années une instance qui travaille sur l'apprentissage de la mobilité vélo, que ce soit pour les enfants en formation initiale ou pour les adultes. On pensait avoir avancé sur le sujet, vu que le 9 janvier, dans le Conseil interministériel de sécurité routière, il n'y avait pas que le 80 km/h, il y avait 18 mesures. Et la mesure 10, c'était de systématiser l'apprentissage du vélo à l'école. Et on pense que c'est très important parce que c'est là qu'on peut capter tout le monde. Et il y a aussi des problématiques de sédentarité des enfants. Mais d'autre part, il y avait le deuxième alinéa de cette mesure, c'était de systématiser la remise en selle au moment des ventes de vélos, au moment de la prise d'un abonnement de location de vélos type Vélib ou autre. Mais on a récemment eu des doutes, alors que il y avait un angle. C'est-à-dire que là, le ministère des Sports s'est saisi de cette mesure parce que la ministre Flessel et son cabinet prennent très au sérieux les engagements de la France qui souhaite tripler le nombre de déplacements à vélo d'ici les Jeux Olympiques, et dans toute la France, pas que à Paris. Et on voit que la mise en place de cette mesure concrète dans les écoles fait peur à l'éducation nationale. On va le dire bon, on va le dire. Voilà, le ministère de l'Éducation nationale estime qu'on marche sur ses plates-bandes et qu'il est seul et unique ministère régalien à pouvoir décider quels sont les apprentissages fondamentaux à l'école, et que par conséquent, il faudra passer par lui, et que pour l'instant, il n'en veut pas. Donc, alors que c'est une mesure qui est déjà annoncée, aujourd'hui, on est revenu en arrière et on est au point mort. Donc, et ça a été symbolique en fait de l'État. C'est là qu'on a compris qu'il y avait un gros souci, parce que ça, c'est pas un problème de Bercy qui veut pas mettre des sous. Là, on est vraiment revenu à quelque chose de culturel et de vraiment presque politique et culturel.
et où on comprend que même ça, qui est une mesure annoncée par le Premier ministre en plus, qui coûte rien et qui est symboliquement très forte, ça pose était problème. détricotée. Voilà. Donc on se dit, qu'est-ce qui reste dans le plan vélo en réalité aujourd'hui ? Ça concerne l'éducation des plus jeunes, mais quand même, ce qu'on entendait dans ce que nous disait notre amie auditrice il y a un instant, c'est aussi, et là on va parler des sujets qui fâchent quand même, on va se parler franchement, il y a aussi des cyclistes qui font un peu n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui grillent les feux, qui font n'importe quoi, qui montent sur les trottoirs et qui s'imaginent que le code de la route n'est pas fait du tout pour Olivier Schneider? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, premièrement, si les infrastructures étaient faites correctement, les cyclistes ne seraient pas tentés de se réfugier sur le trottoir. Alors après, en effet, il faut, ça va mettre du temps, hein, les processus éducatifs. On va pas comme ça du jour au lendemain les régler, mais ne serait-ce que ce qu'on disait en début d'émission, s'il y avait plus de bienveillance de la part des usagers des modes motorisés, indirectement, ça aiderait les personnes comme votre auditrice, et je l'entends que pour les piétons, ça fait pas de bruit, ça arrive derrière, etc. Ça surgit de nulle part, et donc c'est vrai que je pense que le rééquilibrage, c'est de faire en sorte qu'il y ait du respect du cycliste, et naturellement, parce que là, vous n'allez pas juste forcer les gens, je sais pas, en leur mettant des amendes ou quoi que ce soit, à respecter le code là où ils ne sont pas en sécurité. Après, il y a deux autres aspects. Donc, les feux grillés et les sens interdits. Alors, il faut bien savoir de quoi on parle. Les cyclistes sont autorisés dans un certain nombre de situations à emprunter les rues à sens interdit dans les deux sens et à considérer les feux rouges comme si c'était des balises, céder le passage. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit à vélo de passer à toute vitesse et rouler sur les piétons, sur les feux. C'est juste que dans un certain nombre de situations, il est mieux pour tout le monde, notamment pour tourner à droite ou à gauche, de franchir tranquillement le feu et au bon moment s'insérer. Et donc, le problème qu'il y a, c'est que ça faisait partie de la liste des courses du code de la rue, ça a été appliqué mais petit à petit, et ça n'a pas été expliqué. Donc personne n'a compris, ni les cyclistes, ni les forces de police, ni les piétons, d'où cette image des cyclistes qui font n'importe quoi. Et donc en effet, ce qu'on demande, c'est une grande campagne d'information, à la fois dans le cadre du permis de conduire, à la fois grand public, et à la fois pour les enfants, et il n'y a que comme ça qu'on va progresser, et ça va mettre du temps. Et juste quand même... Une seconde, et puis on va quand même repartir au standard en même temps. Enfin, citez-moi quand même un accident mortel qui a été provoqué par un cycliste sur un autre usager, vous en trouverez pas. Donc faut aussi relativiser quand même ce dont on parle, et il me semble pas qu'on demande aux associations automobiles de faire l'éducation des automobilistes. Donc voilà. Et puis à un moment, c'est le rôle de la police de faire respecter le code de la route. Voilà. Voilà. Peter est en ligne. Bonsoir Peter. Bonsoir. On vous écoute. Alors, ma question porte sur une remarque en début d'émission sur le fait que la France, contrairement aux pays du Nord, moi je viens des Pays-Bas d'origine et ça fait 10 ans que j'habite en France, que la France serait plus trop un pays de cyclistes alors qu'elle l'était bien à l'époque. Alors effectivement, moi je me demande du coup comment se fait-il que la France ait perdu cette notion du cycliste dans le milieu urbain, notamment dans le planning des rues ou des routes. Merci Peter, je suis obligé de vous presser parce qu'il est déjà 19h55 et il faut quand même qu'on puisse vous répondre. Un grand merci pour cette question. C'est Sandy Dauphin qui avait dit ça, alors elle va vous répondre, Sandy. Non, moi ce qu'on m'a expliqué à l'ADEME, c'est qu'après il y a eu le boom et une politique publique pour encourager les motobécanes, les deux roues motorisées. Donc ça a pris, donc les gens ont commencé à laisser leur vélo dans les années 50. Et les voitures quand même. Et les voitures, bien sûr. Et il y a eu bien sûr l'explosion de... Pompidou qui dit qu'il faut adapter la ville à la voiture, ça a été fait. Contrairement aux Pays-Bas, on a une industrie automobile et c'est un lobby qui pèse lourd. Très, très lourd. Effectivement. On n'a plus beaucoup de temps, mais il y a quand même une chose dont on va dire un petit mot, au-delà des aménagements, de ce que peuvent faire les collectivités. C'est la fameuse indemnité kilométrique vélo, puisque oui, pour ceux qui vont au boulot. Pierre Cerne, vous souhaitiez que ce soit généralisé, notamment aux entreprises publiques, et là vous avez des inquiétudes. Non seulement on souhaitait, mais on avait quand même eu quelques garanties. Oui. Quand la ministre demande à un député de la majorité, Mathieu Orphelin, de faire un rapport, on a décidé, et c'était pas gagné d'avance, que les associations travaillent avec un député pour faire un rapport à la ministre, c'est pas souvent. On l'a fait, on a rendu
un rapport ça a été mis en scène, elle a reçu ce rapport et fait quand même des annonces sur le fait que effectivement il y aurait une indemnité kilométrique vélo qui visait à être obligatoire pour tous les salariés et les employeurs, donc aussi dans la fonction publique, et un peu déplafonné. Et ben non seulement au fur et à mesure tout ça s'est réduit ce qu'on gagnait par rapport à la situation actuelle, mais maintenant on a des alertes sur le fait que comme c'est revoté en loi de finances chaque année, puisque c'est des mesures fiscales, eh ben on est même plus sûr que l'indemnité kilométrique vélo qui existe aujourd'hui dans une forme un peu qu'on trouve un peu pas super, mais quand même serait même plus assurée, et il pourrait y avoir disparition de l'indemnité kilométrique vélo en 2019. Ça, ce serait carrément, là on parle même plus de plan vélo, c'est carrément une régression énorme, et ça franchement ce sera plus de la colère là, c'est peut-être que quand même Sandy Dauphin. Alors moi je voulais juste me faire l'avocat du diable, vous poser une dernière question, parce que c'est un argument que j'entends souvent. J'habite à 30 km par exemple de Paris, je mets 1h30 dans ma voiture pour venir à Paris, moi je vais pas lâcher ma voiture pour prendre le vélo. Qu'est-ce que vous dites à ces gens qui disent c'est une affaire de bobo votre histoire de vélo? Vous avez 30 secondes. Franchement c'est pas le cas, enfin sociologiquement c'est pas le cas, il y a des gens de tout, enfin vu le prix d'un vélo surtout, très sincèrement, c'est plus facile d'accès, y compris pour les classes populaires, d'avoir un vélo. La question de la distance, elle est réelle. On n'est pas revenu sur le vélo à l'assistance électrique, mais ça résout une bonne partie de ce problème-là. Et très sincèrement, il y a vraiment un potentiel sur des distances qui dépassent les 5 km qu'on a toujours en tête, qui est un peu la limite. En réalité, ça peut être plus. Après, il faut de l'infrastructure. C'est sûr que prendre une départementale ou une nationale avec un vélo dans l'état actuel des infrastructures cyclables, c'est compliqué. Même sur 15 km. Olivier Schneider. Et si au lieu de discuter des petites lignes à fermer ou pas, on dotait toutes les gares de France de stationnement cyclables sécurisés, là, l'aire les possibilités de déplacement seraient décuplées. On a en France, en tout, le nombre de stationnements vélo qui a été créé en 2017 aux Pays-Bas. Il y a un potentiel de 200 000 places par l'ADEME. La ministre aussi, à un moment en réunion publique, s'est engagée dessus. Et de nouveau, ça a disparu du rapport final après du pacte ferroviaire. On a eu tout à l'heure une auditrice qui a protesté contre le vélo électrique. Alors là, c'est pareil, 20 secondes juste pour répondre. Bien ou pas bien le vélo électrique, Pierre Cerne? Bien, parce que quand un vélo électrique remplace une voiture, je peux vous garantir qu'en termes de bilan écologique, c'est bien meilleur. Et la question de l'électricité, faut pas confondre en fait le fait que ce soit électrique avec comment est produite l'électricité. Et pour le coup, il y a des endroits où toutes les bornes de recharge pour les vélos sont connectées à de l'électricité renouvelable. Et sincèrement, les vélos électriques, ils peuvent se charger la nuit quand il y a de la production qui est inutilisée. Donc, faut pas construire de nouvelles centrales pour développer le vélo électrique. Olivier Schneider, 10 secondes. Une batterie de voiture électrique, il y a de quoi faire 200 batteries de vélo assistance électrique. Voilà. Et ben voilà, ce sera la conclusion pour ce soir. Merci Olivier Schneider, président de la FUB, Fédération des usagers de la bicyclette. Pierre Cerne, président du club des villes et territoires cyclables. Merci à Sandy Dauphin qui vient tous les jours à vélo à France Inter. C'est la fin de ce téléphone sonne. Merci à tous de nous avoir appelés. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Ils se reconnaîtront.